Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième session du cycle du tourisme consacré à l'actif résidence de tourisme. À mes côtés, Benjamin Niquez, président de Serenissimo. Bonjour Benjamin. Bonjour Christine. Une première question très simple, Benjamin. Qu'est-ce qu'une résidence de tourisme? Alors une résidence de tourisme, c'est un concept franco-français qui, je crois, est resté aujourd'hui une exclusivité nationale que beaucoup de pays nous envient. C'est un concept qui a été créé et développé pour faire un peu la liaison entre ce qu'était l'hôtellerie des années 70 et la location de particulier à particulier, c'est-à-dire retrouver à la fois la surface et le confort d'appartements, somme toute assez classiques, avec néanmoins un minimum de services et un minimum de garanties sur les qualités d'hébergement telles qu'on peut les trouver dans les chaînes hôtelières. Donc voilà ce qu'est une résidence de tourisme. Ce sont des appartements avec le confort et les services d'un appartement. On pourra notamment noter des cuisines, ce qu'on ne retrouve pas dans l'hôtellerie, tout en ayant un niveau de service minimum, l'accueil, le petit déjeuner, le ménage. Enfin voilà, c'est un produit un peu hybride. À l'origine des résidences de tourisme, il y avait aussi une considération en termes de remplissage, il me semble. Oui, tout à fait. Les pouvoirs publics et un certain nombre d'acteurs privés du secteur se rendaient bien compte au cœur des années 70 que les résidences classiques, résidences secondaires classiques, avaient un véritable inconvénient. C'est que les propriétaires y venaient en montagne 1, 2, 3 semaines par an, et puis le reste de l'année, c'était politique des volets clos. Et comme la surface foncière sur laquelle on peut construire sur les sites à la fois montagneux mais également en zone littorale sont limitées, il a fallu trouver des alternatives. Et c'est vrai que la résidence du tourisme répond bien à ce besoin, c'est-à-dire à la fois des appartements somme toute assez classiques avec une définition assez traditionnelle du logement, tout en offrant la possibilité d'avoir des locataires qui changent quasiment toutes les semaines. Je pense notamment aux stations de ski. Il faut savoir qu'un appartement dans une résidence de tourisme en station de ski, il va fonctionner, selon les stations, entre 14 et 18 semaines par an, alors qu'un appartement classique ne sera occupé par ses propriétaires que 2 ou 3 semaines par an. Donc l'incidence sur l'activité économique locale est très différente. Et un bon remplissage, ça peut vouloir dire un bon positionnement qualité-prix. Tout à fait, puisque c'est comme tout, il y a le phénomène d'économie d'échelle. Plus on remplit, plus on fait de chiffre d'affaires pour un même investissement, plus il y a d'économie d'échelle et plus on a une performance en termes de rentabilité financière. Une autre raison peut-être de cet avantage concurrentiel en termes de prix, c'est peut-être le coût de main-d'œuvre également. Tout à fait, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, commencé à l'évoquer, la résidence de tourisme est un concept intéressant parce qu'il permet un peu de contrecarrer un des inconvénients de notre pays et des pays développés de façon générale, c'est le coût de la main-d'œuvre. Dans une résidence de tourisme, on privilégie nettement, le réceptacle, c'est-à-dire la qualité d'hébergement au travers d'un hébergement qui ne va pas être qu'une chambre comme dans un hôtel, mais qui va être un appartement, avec en contrepartie, par contre, un peu moins de services hôteliers qui peuvent être offerts au regard de ce qu'offre habituellement l'hôtellerie traditionnelle. C'est donc un support qui est particulièrement en phase, 1, avec les attentes des concitoyens et 2, avec le contexte économique. Il est en face à la fois avec, les attentes culturelles des touristes, c'est-à-dire la possibilité un peu de reconstituer le cercle familial quand on est en vacances au travers d'un appartement ou d'un chalet ou d'une maison, somme toute très classique, tout en bénéficiant des performances financières de ce modèle et ainsi avoir un coût d'hébergement qui soit somme toute assez limité par rapport à des modèles plus classiques tels que l'hôtellerie. Alors, quittons maintenant le point de vue du touriste pour se focaliser sur celui de l'investisseur. Pouvez-vous, Benjamin, nous décrire le montage d'un investissement en résidence de tourisme? C'est assez simple. Le montage en résidence de tourisme est un montage, on va dire, quasi bipartite. Nous avons d'un côté un investisseur qui va acquérir un ou des appartements dans une résidence de tourisme, appartements dont il disposera en pleine propriété, donc ce n'est pas un montage complexe, vous achetez un appartement, des appartements, vous en êtes propriétaire. Par contre, pour assurer la rentabilité de votre investissement, vous allez en confier l'exploitation à des professionnels. Donc ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans l'exploitation de résidences de tourisme, qui vont vous louer vos appartements pour une première période généralement de 12 ans, en contrepartie d'un loyer qui sera prédéterminé, à charge pour eux de sous-louer ces appartements à des touristes via leur centrale de remplissage et évidemment de réaliser une marge au passage.
Très bien. Ce montage que vous décrivez, c'est celui aussi qu'on retrouve sur d'autres types de supports. Pourquoi un investisseur investirait plutôt sur une résidence de tourisme que sur un EHPAD, par exemple, sur une résidence senior? Quelle est la particularité de ce support? Ce support, à mon sens, a un véritable atout. C'est qu'il bénéficie à la fois des bons et hauts rendements que peuvent offrir l'immobilier géré au regard de ce qu'offre de l'immobilier plus traditionnel, immobilier locatif dans le neuf ou dans l'ancien. Donc on a à la fois la performance de l'immobilier géré sans avoir l'inconvénient d'investir dans un actif qui soit dédié. Je m'explique. Un appartement dans une résidence de tourisme, comme je me le disais précédemment, reste un appartement. C'est un T2, un T3. Donc avec la valeur intrinsèque d'un appartement traditionnel. Donc c'est un peu le mouton à cinq pattes, si vous voulez, la résidence de tourisme, parce que d'un côté, vous avez la possibilité de valorisation de l'immobilier traditionnel et des bonnes performances en termes de plus-value potentielle de l'immobilier traditionnel, tout en bénéficiant de rentabilités qui sont somme toute assez proches d'autres actifs qu'on peut trouver dans l'immobilier géré, type les EHPAD, type les résidences services seniors, type les résidences étudiantes, mais qui dans ces cas-là sont quand même des actifs beaucoup plus dédiés et dont la valeur évoluera de manière assez différente de celle de l'immobilier traditionnel. Alors, perspective de valorisation patrimoniale, oui, mais encore faut-il entrer sur le marché et acheter à des prix cohérents. Oui, bah ça c'est une évidence. On bénéficiera, je dirais, des capacités de revalorisation du marché immobilier à condition d'avoir acheté au bon prix au moment où on a investi. Si on a surinvesti et surpayé de 20% l'actif initialement, faudra-t-il encore attendre que le marché progresse de 20% pour récupérer cette perte initiale? Et c'est un peu là que, je dirais, le savoir-faire d'une société comme Serenissimo entre en jeu. C'est notre capacité à entrer et à référencer des biens qui sont vendus à l'origine, c'est-à-dire au moment où les investisseurs particuliers vont se positionner dessus, à un prix équivalent, voire inférieur, au marché de l'immobilier traditionnel. Alors comment est-ce possible? Parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, dans une résidence de tourisme, il y a beaucoup de services, piscine intérieure, extérieure, sauna, hammam, jacuzzi, des choses comme cela. Comment parvenir à avoir un prix similaire à celui de l'immobilier nu? Alors là, vous me faites rentrer dans la technique, je vais essayer de pas trop rébarbatif, mais je vais forcément être obligé d'être un peu technique pour que tout le monde comprenne bien. La raison primordiale tient au coût du terrain. Il faut savoir que généralement, on a un prix de revient du terrain, toute chose égale par ailleurs, qui est inférieur lorsqu'on construit une résidence de tourisme. Pourquoi ? Comme je le disais, les pouvoirs publics encouragent la construction de résidences de tourisme plutôt que de résidences traditionnelles. Pourquoi ? Pour une raison simple, nous l'avons vu, la résidence de tourisme, c'est la fuite des volets clos. C'est une exploitation récurrente, ce sont des locataires qui changent toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Donc ça amène de l'activité au niveau local. Et donc il y a un fort encouragement des pouvoirs publics, et notamment des municipalités, pour qu'on bâtisse aujourd'hui plutôt des résidences de tourisme que des immeubles traditionnels sur les stations balnéaires ou dans les stations de montagne. Et comment font-elles, entre autres, pour encourager ce type de démarche? Elles donnent, pour un même terrain, plus de droits à construire sur de la résidence de tourisme que sur de l'immobilier traditionnel. Donc je dirais ça, c'est la grande raison qui permet d'optimiser les prix de revient des résidences de tourisme. La deuxième raison tient à l'extrême rationalité des acteurs qui opèrent dans le monde de la résidence de tourisme, contrairement à celle dont peut faire preuve les acteurs dans le cadre de l'immobilier résidentiel. Je m'explique. Dans le cadre de l'immobilier résidentiel, on a face à soi un promoteur immobilier et un investisseur. À charge du promoteur immobilier de déterminer un prix de vente qui répondra aux attentes des investisseurs, fonction de l'état de l'économie, fonction de leur appétence pour telle ou telle région, quartier, et ainsi de suite. Dans le cas d'une résidence de tourisme, on est sur un montage qui est plus complexe puisqu'intervient l'exploitant. Et qu'autant vous dire que l'exploitant, quand il détermine le loyer qu'il va pouvoir verser pour une résidence donnée et pour un appartement donné dans une résidence donnée, ne le détermine que de manière purement rationnelle. Il n'y met aucun affectif. Ce qui fait que, de fait, le promoteur est quelque part lié par le montant de loyer que l'exploitant aura prédéterminé. On est donc sur un marché qui est beaucoup plus rationnel que celui de l'immobilier classique. Puis il y a une troisième raison. Une raison qui est liée aux effets de mode. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'immobilier géré, il existe différents types de supports.
les EHPAD, les résidences seniors, les résidences étudiantes, et nos fameuses résidences de tourisme. Et c'est vrai qu'actuellement, on a un effet de mode qui est important, voire très important sur tout ce qui est hébergement des seniors, parce que c'est vrai que c'est dans l'air du temps, on en parle beaucoup, le 5e risque, enfin voilà, c'est assurément un sujet qui passionne la société. Et assez curieusement, le secteur du tourisme, dont on voit pourtant qu'il est quasi génétique, hein, qu'on a une très forte corrélation de notre pays avec ce secteur d'activité, on en parle un peu moins depuis quelques années. Donc de fait, c'est un secteur qui actuellement, au-delà des 2 précédentes raisons, reste assez sage en termes de prix, sur lequel il y a plutôt de bonnes affaires à faire. On a donc un actif, la résidence de tourisme, qui est proche d'un appartement, vous nous l'avez dit, qui suit des prix proches de l'immobilier nu et qui a les mêmes trends de croissance en termes de valorisation patrimoniale. Pourquoi à ce moment-là ne pas privilégier de l'immobilier nu et aller chercher une résidence de tourisme ? On n'a pas un actif qui est proche d'un appartement, on a un actif qui est un appartement, somme toute assez classique. Les appartements type dans des résidences de tourisme, ça va être du T1, T2, T3, quelques T4 de temps en temps. La seule différence, c'est qu'on aura généralement beaucoup plus d'équipements, puisque dans une résidence classique, type immeuble résidentiel d'habitation, on a assez rarement une piscine couverte, on a assez rarement un spa, on a assez rarement des grands salons d'accueil. Donc, je dirais, ce produit, sur la définition immobilière, n'offre que du plus par rapport à l'immobilier traditionnel. Alors, déjà, c'est une vraie raison à prix équivalent pour aller sur de la résidence de tourisme plutôt que sur de l'immobilier traditionnel, parce qu'à prix équivalent, on en a plus. La deuxième raison, c'est le rendement. Puisque moi, quand j'investis, et je pense que les personnes qui nous écoutent réagissent de la même manière que moi, je regarde 2 choses. Je regarde le rendement et la plus-value potentielle. Alors, le secteur résidentiel et la résidence de tourisme amènent cette plus-value potentielle liée à l'immobilier traditionnel. Par contre, sur le rendement, on a un écart qui est très très fort entre les 2 supports. Aujourd'hui, on peut dire que le rendement net d'une résidence de tourisme va évoluer entre 3,80 et 5% selon le type de produit, avec une moyenne qui doit s'établir aux alentours de 4,40, 4,50 net. Je parle là de rendement net, avant paiement de la taxe foncière. Dans le cas de l'immobilier traditionnel, je pense notamment à toutes les lois de défiscalisation qu'on a pu voir ces dernières années sur l'immobilier locatif traditionnel, on parle d'un rendement brut qui aujourd'hui se situe entre 3,50 et 3,70%. Rendement brut auquel il faut enlever un certain nombre de charges, comme vous pouvez le voir derrière moi. Quand on enlève toutes ces charges, et je ne parle toujours pas de la taxe foncière, on arrive à 22-23% de charges cumulées, ce qui fait qu'on a un rendement net qui est plus proche de 2,5 que d'autres choses. Donc 2,5 en moyenne contre 4,5 dans le cas de la résidence de tourisme, ça fait juste un écart de rendement de 2% par an. Je ramène ça sur une durée d'investissement de 20 ans. Vous avez déjà un écart de rendement de 40% pour a priori le même espoir de plus-value, puisqu'on est sur 2 types d'actifs qui sont assez semblables. Vous venez de nous parler de loi de défiscalisation. Parlez-nous du cadre fiscal d'un investissement en résidence de tourisme. Le cadre fiscal d'un investissement en résidence de tourisme, c'est le cadre fiscal qui aujourd'hui est préconisé pour tout ce qui est immobilier géré, c'est la location meublée. Alors pour certains, la location meublée non professionnelle, ça concernera à peu près 95% des investisseurs, et pour d'autres, la location meublée professionnelle pour des investisseurs avec des attentes très spécifiques et dans le cadre de budget d'investissement également très spécifiques. Le gros avantage de ce statut, c'est que ce n'est pas une niche fiscale, ce n'est pas un statut qui a proprement parlé offre de la défiscalisation. Il n'offre pas de défiscalisation, il ne vous permettra pas, si vous investissez à l'année N, de réduire le montant de vos impôts à l'année N+1. Par contre, beaucoup plus important, il vous permettra de générer, dans le cadre de l'investissement que vous ferez dans une résidence de tourisme, des revenus nets d'impôts. Et au regard de ce qui semble vouloir aujourd'hui se profiler sur les revenus d'épargne, je le rappelle, la hausse de la CSG, l'augmentation de l'impôt sur le revenu qui demain touchera les revenus de l'épargne, obtenir des revenus nets d'impôts ou quasiment nets d'impôts lorsqu'on fait un investissement, c'est à mon avis un atout beaucoup plus important que de pouvoir obtenir une modeste réduction d'impôts à un moment T.
Pourquoi aujourd'hui, Benjamin, ce support résidence de tourisme correspond particulièrement, aux attentes des investisseurs et à la conjoncture économique? Il répond aux attentes des investisseurs parce que les attentes des investisseurs, je dirais, elles sont en rapport avec l'époque, c'est-à-dire une volonté d'investir dans des actifs tangibles et des actifs réels plutôt que des actifs immatériels. Ça, pas grand mystère, hein, ce ne sont que les conséquences de la crise financière qui a quelque part inquiété tout le monde sur ce qu'était la dématérialisation de l'épargne financière et rappelé des choses qu'on avait oubliées, hein, que rien n'était éternel dans notre monde. Et donc aujourd'hui, on constate qu'il y a une surdemande pour tout ce qui est actif réel. Je crois que le meilleur exemple a été l'or, hein, l'or qui était devenu un support d'investissement qui était passé aux oubliettes au cours des dernières décennies, a repris aujourd'hui une place importante dans le cœur des épargnants. L'immobilier répond à ce besoin d'un actif réel. Et d'un actif réel, en plus, comme on a pu le voir dans le cadre des résidences de tourisme, qui répond et qui se fonde sur des besoins économiques importants, puisque je le rappelle, comme nous avions pu le voir dans la première session la semaine passée, le tourisme et la France, c'est un lien quasi génétique. On est donc sur une sorte de mouton à 5 pattes, Benjamin, un produit qui non seulement offre une rentabilité intéressante, qui propose une valorisation patrimoniale intéressante, qui est un actif tangible. J'ai envie de dire, rien à redire. C'est vrai que quand on regarde a priori ce type d'investissement, qu'on se dit j'investis à la fois sur un actif réel qui ne va pas disparaître avec le prochain Madoff qui passera par là, dont on se dit que la rentabilité est après tout assez satisfaisante, dont on se dit que la rentabilité est en plus indexée pour partie sur l'inflation. On sait que les Français ont peur de l'inflation qui pourrait venir dans les années qui viennent. Et là, on a un excellent rempart contre l'inflation. On pourrait en effet penser que c'est là le mouton à 5 pattes. En effet, la résidence de tourisme est un peu aujourd'hui, à mon sens, l'un des investissements idéaux eu égard au contexte. Je ne mettrai qu'un seul bémol, et on en parlera, je pense, dans la session qui viendra la semaine prochaine. Certains acteurs de notre métier l'ont bien compris, et tout ce que je vous dis est valable que si le produit répond et respecte un certain nombre de fondamentaux économiques indispensables, qui peuvent être le prix de vente, qui peuvent être le niveau de loyer proposé par l'exploitant, et que le meilleur produit au monde, s'il est monté n'importe comment, deviendra le pire produit au monde. Donc c'est le seul bémol que j'y mettrai, c'est un produit de spécialistes qui doit être proposé par des spécialistes. Un grand merci à vous, Benjamin, pour toutes ces précisions. Nous aurons le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la 3e session du cycle du tourisme, à l'occasion de laquelle nous reprendrons les principales questions posées par les investisseurs. Un grand merci à tous et à toutes. À la semaine prochaine.